Donc, deuxième partie de soirée qui est, on est cette fois vraiment dans l'année 2021 avec le thème qui a été choisi en fin d'année dernière par le conseil d'administration et le bureau d'être très attentif au moral du chef d'entreprise. On parle beaucoup effectivement du moral de nos salariés, mais le chef d'entreprise lui aussi, je pense, avec tout ce qui lui tombe sur la tête entre les fermetures, les réouvertures, les aides qui peuvent évoluer de jour en jour, d'heure en heure, les différents dispositifs, télétravail, pas télétravail, mise en place de protocoles sanitaires. Je pense que le chef d'entreprise, lui aussi, a le droit de temps en temps d'avoir des baisses de morale. Et on sait très bien que si le chef d'entreprise a une baisse de morale, c'est aussi toute l'entreprise et tout le navire qui peut tanguer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on sait aussi que un chef d'entreprise, par nature, est un capitaine de bateau, un entrepreneur, et se doit de montrer un cap. Et donc, c'est très compliqué pour lui de montrer, et dans son entreprise, que potentiellement, à un moment, il peut ne pas aller très bien. Et souvent, quand on rentre à la maison aussi, on n'a pas envie d'embêter nos familles avec nos soucis professionnels. Et donc, c'est tout l'enjeu de ces mois à venir entre les incertitudes économiques qui pèsent sur les entreprises, mais également ce climat, comme je l'ai dit, totalement incertain, avec ces stop and go, ces protocoles à adapter en permanence, où ça peut être très compliqué pour lui. Voilà pourquoi on a décidé de faire de ce thème du moral du chef d'entreprise notre thème phare de cette année 2020, et qu'on a lancé en janvier une plateforme qu'on a appelée paroledentrepreneur.fr au pluriel, et qui permet aux chefs d'entreprise de témoigner, anonymement ou pas anonymement, en message écrit ou en vidéo, dans diverses catégories, pour exprimer un peu son ressenti. On a le droit de ne pas aller bien en tant que chef d'entreprise, et même quand notre activité économique va bien, et je sais qu'il y en a certains qui ont eu des croissances d'activité importantes suivant les domaines où vous êtes, ce climat ambiant est très anxiogène et peut aussi vous troubler et faire que vous vous posez beaucoup de questions. On a des commerçants, des bouchers, effectivement, ils ont explosé, ils n'ont jamais eu autant de travail. Sauf que bah, c'est très compliqué ce climat où les gens en face d'eux, les clients parfois eux aussi sont agressifs, vont pas bien. Et il y a beaucoup de domaines d'activité comme ça où c'est très compliqué de faire face à la situation. Donc cette plateforme Parole d'entrepreneur, on va vous la montrer en image, je crois. On a une petite vidéo, bon, on la regarde et puis j'en parle après. Voilà, en quelques images. L'objectif, c'est de donner un terrain d'expression aux chefs d'entreprise. Vous avez vu plusieurs catégories. Si vous avez envie de pousser un coup de gueule, et on en a tous poussé à un moment ou à un autre depuis un an, en fonction des fois certaines décisions qu'on ne comprenait pas, c'était le mesure qui nous paraissait insurmontable. Donc vous pouvez témoigner dessus. On a une catégorie coup dur, coup de gueule. Coup de cœur également, puisque comme je l'ai dit dans mon propos introductif, il y a énormément de belles choses qui sont nées également de cette crise, de nouveaux projets d'entreprises qui se sont transformés. C'est ce qu'on verra dans la deuxième table ronde avec des témoignages de chefs d'entreprise. Et puis une catégorie et demain, où là c'est pour se projeter, de peut-être avoir un peu d'espoir sur les années à venir, voir ce que cette crise a changé et doit changer. Et donc, comme on l'a dit, il y a des points positifs sur un certain nombre d'accélérations de tendances, du télétravail, de notre impact environnemental qui doit être diminué, de cette crise sanitaire qui nous fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et qui permet peut-être de travailler différemment.
Donc c'est un peu le but de cette plateforme qui est née, je vous le dis, hein, d'une réflexion aussi au moment où on était tous un peu dans le dur pendant le deuxième confinement. On ne savait plus trop quoi faire. Chacun avait sa façon de s'exprimer. Il y a des territoires qui ont fait des manifestations, des rassemblements. Nous, on ne voyait pas trop comment faire cette manifestation ici, dans le territoire où finalement on travaillait quand même plutôt bien avec tout le monde, on était bien entendu. Et du coup, on a plutôt dit qu'on allait compiler tous ces témoignages pour que ça reste. Une manifestation, c'est bien, mais 24 heures après, il n'en reste pas grand-chose. Les médias sont passés à autre chose et finalement, il ne reste pas grand-chose des messages. Et là, on voulait compiler et garder ces témoignages pour que ça serve aussi d'exemple et de montrer aux gens qui sont des fois isolés qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir ce sentiment. Voilà un peu l'objectif de cette plateforme qui est née, qui d'ailleurs a été relayée par la CPME nationale, je crois, auprès de toutes les CPME, et qui a été saluée et qui restera dans le temps. Voilà pour cette introduction sur cette plateforme. Et donc, cette première table ronde où ça nous semblait important de faire intervenir l'Observatoire Amarok, je pense qu'on ne présente plus, et qui travaille sur la santé du dirigeant, notamment avec Olivier Torres, qu'on connaît bien depuis de nombreuses années. Et donc, c'est Laure Chancelme qui va intervenir ce soir et qui va nous rejoindre et qu'on peut applaudir, qui est psychologue du travail à l'Observatoire. Voilà, qui va nous rejoindre. Véronique Demont, la directrice, venez, rejoignez-nous sur le plateau. Véronique Demont, donc la directrice de la METRA, et donc je salue à nouveau son président, Éric Brunel, qui est présent avec nous. Bonsoir Véronique. Cyril Giraud, qui est psychologue du travail à l'EPALS également. Bonsoir Cyril. Et Catherine Fandin, qui est juge au tribunal de commerce et qui est sentinelle APESA. Elle va nous expliquer dans quelques instants l'association APESA qui a été créée au TC de Montpellier également, et tu nous expliqueras ce que c'est. Voilà, on va peut-être démarrer avec Laure Chancelme et l'Observatoire Amarok. Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai un petit diaporama à présenter. C'est moi qui le lance. Ah, super. Voilà, donc je vais vous présenter quelques chiffres d'une étude qu'on a faite sur la période Covid, donc premier confinement, deuxième confinement, et auquel la CCI de l'Hérault a participé. Donc du coup, voilà, on a des chiffres au niveau national, mais l'Hérault a joué une grosse partie. Alors, je vais vous présenter ce soir plutôt sur le burn-out et puis sur le risque de burn-out et la salutogénèse. Donc, je vous expliquerai ce que c'est après. Donc, vous voyez, sur la colonne de gauche, vous avez les résultats qu'on avait eus sur une étude qu'on a faite en mars 2019. D'accord ? Donc, on avait un risque de burn-out moyen de 2,89 sur 7. Et au premier confinement, 3,39. Donc vous voyez que le risque de burn-out a augmenté pendant le premier confinement. Et puis au deuxième vague, donc deuxième confinement, 3,58. Donc on voit quand même que cette période très particulière a tendance à épuiser quand même les entrepreneurs. Alors bien évidemment, ce n'est pas tout le monde, mais en moyenne, on voit quand même que c'est plus important. La deuxième ligne, ce sont les chiffres, en fait, c'est les résultats qui sont supérieurs à un score de 4. Donc ça veut dire qu'il y a déjà la présence d'un burn-out. Et donc, on voit que premier échantillon, 17,50% de la cohorte qui était en risque de burn-out. Première vague, 34,65%. Donc, c'est quasiment le double. Et puis, ça monte encore un petit peu sur la deuxième vague. Pour le score, troisième ligne, c'est un score supérieur à 5,5. Donc là, ça veut dire qu'il y a une nécessité d'une prise en charge. D'accord ? Le score de burn-out est déjà très élevé. Donc on était à 1,75% de l'échantillon en mars 2019. On passe à 9,18% des entrepreneurs interrogés avec ce risque de burn-out très élevé à la première vague. Et la deuxième vague, on est à 10,41. Donc le constat quand même, c'est que voilà, cette période, elle vous épuise pour différentes raisons. Et notamment, on va le voir juste après sur la diapo suivante, une problématique vraiment d'empêchement. Les chefs d'entreprise que j'ai au téléphone me parlent vraiment de deux choses. Le sentiment d'injustice, notamment avec la question des commerces non essentiels.
c'est très injuste comme terme. Et puis le sentiment d'impuissance, c'est-à-dire le fait de subir la situation et de ne pas savoir où vous allez, quand est-ce que ça va s'arrêter, comment les choses vont avancer dans le temps, quelles sont les nouvelles directives qu'on va vous donner. Voilà, il y a beaucoup d'informations floues, beaucoup d'inconnus, et ça c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, vous n'aimez pas trop ça. Vous aimez bien savoir où vous allez. Et donc tout ça, ça peut participer à ce risque d'épuisement. Donc sur la première colonne, c'est le top 4, entre guillemets, de ce qui est le plus fort. Donc on a la fatigue, le sentiment d'être déçu, le fait d'en avoir marre, et puis les difficultés à s'endormir. Ça, c'est le top 4 que l'on a tout le temps. Dans toutes nos études qu'on a mesurées, on a toujours la même chose chez les entrepreneurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, à la première vague et à la deuxième vague, ça a changé. C'est-à-dire que là, on voit que ce qui apparaît en premier, c'est l'impuissance. Alors que d'habitude, c'est vraiment beaucoup plus vers le bas. Donc, facteur numéro 1, le sentiment d'impuissance. Ensuite, on a tout ce qui est le sentiment d'être coincé. Donc là, c'est le fait de ne pas savoir comment avancer, d'avoir l'impression d'être complètement sidéré et coincé. Et ensuite, on a donc les difficultés à dormir et le sommeil, ça c'est systématique. Et puis, donc, on voit sur la deuxième vague que là, on a donc la fatigue qui remonte bien, et puis toujours ce sentiment d'impuissance. Donc, nous, on a voulu parler vraiment d'un épuisement d'empêchement sur cette période particulière. Ce n'est pas seulement un épuisement professionnel, c'est un épuisement qui est lié à l'empêchement de pouvoir faire son activité comme on le souhaite. Mais il y a quand même des points positifs, et c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus. On a mesuré donc des traits qu'on a appelé le capital salutoprenarial, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont bons pour la santé, qui génèrent de la bonne santé, donc qui sont salutogènes, mais qui sont aussi bons pour votre activité entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'ils vont venir protéger, améliorer votre activité entrepreneuriale. Eh bien, on voit alors c'était sur la première vague, mais on voit qu'en fait, tout a augmenté. C'est-à-dire que cette période particulière est très compliquée. Elle a quand même favorisé certains éléments. Notamment, on peut le voir, la capacité à s'adapter. Ça, chez vous, c'est vraiment très puissant en général, mais ça a vraiment augmenté pendant cette période, ce qui est assez logique. La capacité à assumer les conséquences de ses actions, la capacité à résoudre des problèmes. Voilà, c'est des choses qui sont bien montées. La volonté de donner du sens à vos actions aussi. Donc, je vais vous lire juste les éléments pour que vous les ayez en tête. Sachez que ces éléments-là protègent votre santé, d'accord, et qu'en plus, ils sont bons pour votre capacité entrepreneuriale. Donc, l'auto-efficacité, la capacité à conduire des actions en cohérence avec soi-même, toujours être en cohérence avec soi-même, c'est très important. La résilience, donc c'est la capacité à rebondir face aux difficultés, la volonté de donner du sens à ses actions, la capacité d'adaptation, la capacité à assumer les conséquences de ses actions, la capacité à résoudre les problèmes et la capacité à avoir de l'espoir. Et je termine par l'optimisme parce que c'est le seul élément qui a baissé pendant notre étude. Voilà. Donc, je voulais juste vous présenter ces chiffres-là pour que vous ayez un contexte, le contexte actuel en tête. Et je vais juste terminer mon intervention, parce qu'on a décidé de ne pas mettre trop de temps, sur le fait que vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des robots, vous êtes des êtres humains, et donc vous pouvez par moment avoir le sentiment de ne pas y arriver ou avoir des difficultés ou vous sentir mal dans cette situation. Dans ces moments-là, ne restez pas seul, vraiment allez... Là, en l'occurrence, la CPME avec cette superbe idée de témoignage que je trouve absolument géniale. N'hésitez pas à parler, à libérer la parole. Et puis, vous avez aussi des dispositifs, notamment le dispositif OSE. Donc, je laisserai mes collègues en parler. Mais voilà, il y a des dispositifs qui existent pour vous aider dans cette période. Donc, voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Ils sont faits pour vous. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention. Pour, cette présentation qui place le contexte dans lequel on se trouve. C'était le but. et on laisse la parole à Véronique Demont, donc la directrice de l'AMETRA. Ça marche normalement? Non, il a été éteint le micro? Vous m'entendez? C'est bon. Oui. Merci de nous accueillir parmi vous
et vous comprendrez le lien très étroit qu'on souhaite construire auprès des chefs d'entreprise. Donc la METRA est un service interentreprise qui est géré de manière paritaire avec 20 représentants au conseil d'administration, 10 employeurs, dont Madame Fournier qui fait partie de la CPME, qui est notre secrétaire, et Monsieur Éric Brunel qui est notre président, et 10 représentants des organisations de salariés. Donc vous avez parlé tout à l'heure de l'engagement patronal. Eh bien, je salue leur engagement patronal au sein du conseil d'administration, car effectivement, nous gérons 12 000 entreprises, 122 000 salariés sur le secteur de Montpellier et de la métropole. La METRA se compose de 140 collaborateurs, dont 40 médecins. Et nous avons plus de 95% de notre tissu économique qui est composé de la TPE. Donc il est important effectivement que ces liens avec les chefs d'entreprise soient présents, soient réguliers. Et nous sommes très très attachés à des notions. J'en parle parce que la santé au travail, c'est la santé des salariés, mais c'est aussi la santé des chefs d'entreprise. Et vous le verrez qu'on a pris en charge on vous propose des prestations et souvent elles sont méconnues. Donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être là parmi vous pour vous faire connaître tous les liens qu'on peut avoir avec Amaroc, avec OZ, avec APESA, puisque ces relations se sont construites au fil des années et il faut les faire connaître, il faut les faire savoir. Et on est là aussi pour vous aider et être à votre écoute. La santé au travail, c'est en fait le partenaire de l'entreprise, que ce soit du chef d'entreprise ou des salariés. Et nous avons vraiment un rôle de conseil et d'écoute. Donc c'est vraiment des termes forts que j'utilise, mais qui sont véhiculés au sein du collectif de la METRA et des médecins pour vraiment être à votre écoute et être au plus près de vos attentes et de vos préoccupations. Donc la crise sanitaire, en fait, et la crise économique a placé la santé au devant de la scène. On attend des réformes importantes qui sont en cours de discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui devraient voir le jour, on va dire, d'ici la fin de l'année. Et vous avez, les organisations patronales et salariales, signé un engagement, un accord national interprofessionnel pour faire état de vos souhaits, des évolutions que vous attendez dans la santé au travail, des évolutions dans l'offre de services, des évolutions dans la tarification. Et tout ça a été exprimé et consigné dans un accord national qui a été porté à la connaissance, notamment, j'espère, de toutes les organisations qui sont ici. Donc c'est important de le dire car votre parole a été entendue et quasiment à l'unanimité. Je crois qu'il n'y a qu'une seule organisation syndicale qui n'a pas signé cet accord. Mais sachez qu'il est, on est en profonde mutation, en profonde transformation et on a à cœur d'écouter vos besoins et d'être au plus près de vos entreprises. Donc ça, c'est important. Alors la crise sanitaire et la crise économique, effectivement, a eu des impacts. Madame Chancel vous en a parlé. Elle a sorti des indicateurs qui font un superbe métier, l'Observatoire Amaroc. L'isolement, déjà, que ce soit pour les salariés ou pour les chefs d'entreprise, effectivement, pose question, rend plus difficile la visibilité et l'activité. On a connu des bouleversements managériaux et organisationnels importants. Alors, il y a le télétravail, effectivement, mais il y a aussi tout ce qui est dématérialisé. Et il y a vraiment un nouveau modèle managérial à se réapproprier. Le chef d'entreprise, souvent dans les TPE, est forcément démuni sur toutes ces évolutions managériales et organisationnelles. Et puis la perte de repères. Voilà. Alors devant toutes ces incertitudes, toutes ces difficultés nouvelles qui sont rencontrées, on a observé que beaucoup d'entreprises n'avaient pas été prêtes à ça, mais avaient démontré une capacité d'adaptation et d'agilité remarquable. Donc on voit de belles innovations, on voit de beaux engagements et on voit aussi effectivement de belles aventures qui se dessinent. Donc même si la période est difficile, même si la crise économique est là, et effectivement avec ce problème de visibilité, on voit aussi que votre capacité d'engagement, il est réel et vous démontrez à travers cette période de crise de véritables innovations et d'adaptation. Et je voudrais vous féliciter pour ça, parce qu'effectivement, si c'est pas facile, mais vous avez cette agilité qu'on remarque aujourd'hui régulièrement. Et bravo pour cette capacité d'adaptation et d'agilité. Alors, eh bien, la METRA a depuis de nombreuses années coopéré avec l'Observatoire Amaroc, puisqu'on a cohabité pendant quelques années. Donc, on a vu le lien qu'il fallait créer avec les chefs d'entreprise et on a signé des partenariats et engagé des enquêtes régulières pour justement aider à ces diagnostics et entendre votre parole. On a créé des liens aussi avec l'Ordre des avocats il y a quelques années, puisque nous avons signé une convention pour aider les professions libérales justement à être
pris en charge dans le cadre de la souffrance, puisque c'est une population qui échappait à la médecine du travail. Donc on essaye, à travers régulièrement, de proposer des prestations aux chefs d'entreprise et de nouer des partenariats avec les personnes qui sont là autour de la table. Donc effectivement, l'Observatoire Amaroc, c'est un de nos partenaires très forts, et on a engagé depuis des années une ligne directe et un partenariat qui nous permet de travailler en collaboration et de répondre à certaines préoccupations et souffrances au travail qu'ont les chefs d'entreprise. On a récemment signé une convention avec APESA. APESA, c'est le tribunal de commerce de Montpellier. Et là, effectivement, on a mis en place un système d'alerte pour que chaque chef d'entreprise qui se trouve en difficulté économique importante et en état de souffrance signalée, eh bien, on puisse faire le lien et aider à la prise en charge de ces chefs d'entreprise. Donc, une entreprise, ça ne fonctionne pas qu'avec les salariés. Le chef d'entreprise est le moteur. Et si le chef d'entreprise ne prend pas soin de sa santé, eh bien, c'est la pérennité de l'entreprise qui est en difficulté. Donc, on essaye de faire connaître tous ces liens et tous ces contacts pour vous aider dans une amélioration de la prise en charge. On a des psychologues du travail. On a des médecins du travail qui sont spécialisés sur toutes ces questions-là. Et vraiment, vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec nos services pour qu'on puisse vous aider dans ces moments difficiles. Parallèlement à ça, je voulais vous signaler également que la santé au travail accomplit des missions de santé publique. On a lancé pour la crise sanitaire des tests PCR qui sont souvent méconnus par les entreprises, donc je vous le rappelle. Et puis là, on lance une campagne de vaccination importante. Donc on vous a informé régulièrement par mail, mais tous les chefs d'entreprise n'ont peut-être pas effectivement eu l'information. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes. On vaccine tous les jours et on vaccine. Il y a des tranches d'âge, on obéit aux consignes du gouvernement, mais à partir de 55 ans, on vaccine tous les salariés qui le souhaitent dans nos locaux. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai tout à l'heure. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Véronique, pour ces précisions. On fera passer toutes les informations, on vous renverra. Je pense que sur la vaccination, ça nous intéresse tous de ce côté-là. On va laisser la parole à Cyril pour l'EPALS maintenant. J'en profite pour rappeler, puisqu'on a le président de la CCI qui est là, qu'on retrouve tous ces organismes dans une cellule psychologique qui est à disposition à la CCI. Il y a à Maroc, il y a les médecines du travail, il y a un certain nombre d'acteurs importants. Donc ça peut être aussi une porte d'entrée, bien sûr, la Chambre de commerce et d'industrie pour cette cellule psychologique qui est en place, et on pourra vous en refaire passer toutes les informations. Voilà, Cyril, je vous laisse la parole. Merci bien. Oui, vous m'entendez? Oui, parfait. Alors bonsoir à tous. Donc je me présente. Plus proche, pardon. C'est vrai que c'est un exercice avec lequel je n'ai pas l'habitude. Donc voilà, je me présente, Cyril Giraud, je suis psychologue du travail au sein de l'EPALS, ce service de santé. Nous sommes présents sur Montpellier et alentours. On prend en charge environ 3500 entreprises pour un nombre approximatif de 30 000 salariés, il me semble, qui composent ces 3500 adhérents. Et il m'a été demandé ce soir de venir vous présenter le fonctionnement de notre cellule d'écoute dédiée aux dirigeants et de pouvoir vous en dire un peu plus sur comment on fonctionne et comment on vient en aide justement aux dirigeants qui sont adhérents de notre service de santé. Donc la mise en place de cette cellule d'écoute a été faite à partir de différents éléments, donc à la fois à travers des constats que l'on a pu justement mettre en lumière à travers une étude que l'on a menée en collaboration avec l'Observatoire Amaroc, et aussi à travers des convictions. Donc des convictions de se dire que la santé de l'entreprise et de ses salariés passe forcément par la santé de ses dirigeants, sachant que la majorité des entreprises que l'on prend en charge au sein de notre service sont des TPE. Donc on peut partir du postulat suivant, plus l'entreprise est petite et plus elle a de chances de flancher si son dirigeant y flanche. Et puis aussi une question de création de cercles vertueux, de se dire qu'un dirigeant d'entreprise qui prend soin de sa santé va être plus en capacité, on va dire, de se concentrer sur la santé de ses salariés.
Donc c'était aussi dans cette optique-là qu'on a voulu venir en aide aux dirigeants d'entreprise. Donc la volonté, c'était de venir en aide à une population qui n'a ni l'habitude de prendre soin d'elle, ni que l'on prenne soin d'elle. Donc à travers la mise en place d'une cellule d'écoute dédiée à cette population-là. Donc quand je parle de dirigeants, je parle à la fois des dirigeants salariés, mais aussi des travailleurs non salariés. Car historiquement, le service de santé prend en charge des salariés, mais tout ce qui concernait les travailleurs non salariés, ce n'était pas forcément une population que l'on prenait en charge dans le cadre de nos prestations. Donc pour vous donner quelques éléments de contexte par rapport à l'étude que l'on a pu mener auprès des 3500 adhérents de notre structure, sur ces 3500 adhérents que nous avons sollicités via une campagne d'emailing à travers l'envoi d'un questionnaire donc, que l'on a co-construit avec l'Observatoire Amarok et qui était composé d'une centaine de questions. L'objectif, c'était de pouvoir recueillir leurs ressentis vis-à-vis de leurs conditions de travail et, le cas échéant, leur permettre de nous contacter via un formulaire de contact pour pouvoir justement les prendre en charge et les orienter vers des partenaires, le cas échéant. Donc, pour vous donner quelques éléments, quelques chiffres qui sont ressortis de cette étude, donc sur les 3500 entreprises, on a eu environ 250 retours d'adhérents. On remarque qu'au niveau de la santé physique, ça a l'air d'aller plutôt bien pour ceux qui ont répondu à notre enquête. Pour 6 d'entre eux sur 10, ils estiment que leur santé physique est plutôt bonne, voire très bonne. Mais c'est au niveau de la santé mentale et de la qualité du sommeil que l'on voit qu'il y a des indicateurs un peu plus inquiétants. Sachant que pour que le dirigeant soit performant et puisse avoir un niveau, on va dire, d'engagement entrepreneurial élevé, il faut qu'il ait, on va dire, une bonne santé mentale et aussi un sommeil de qualité. Donc c'est vraiment une période où justement il aurait besoin d'avoir ces ressources-là pour faire face aux défis et aux contraintes auxquelles il n'avait pas forcément fait face auparavant. Mais c'est là où on voit qu'effectivement, il n'a pas forcément ces ressources pour faire face à ces contraintes-là. Et puis, 2 autres données qui sont ressorties de notre étude au niveau d'un chiffre qui est, on va dire, assez alarmant. Donc, sur les 250 répondants, on en a environ la moitié qui estiment qu'ils présentent un risque de burn-out. Donc, burn-out, épuisement professionnel qui peut être assimilé à un épuisement physique, mental et émotionnel dû à une période dans laquelle on a été sollicité et qui fait qu'à un moment, on n'a plus de ressources à disposition pour faire face aux contraintes. Et à ce moment-là, notre organisme, il ne peut plus répondre. Et puis, on a une autre donnée où on a 9 dirigeants sur 10 qui considèrent qu'ils sont stressés. Alors, stressé, ça fait partie du quotidien du dirigeant d'entreprise. Mais là, le stress, depuis plus d'1 an maintenant, avec la crise sanitaire, est devenu un stress plus subi que plutôt choisi. Donc, c'est un stress avec lequel vous n'avez pas forcément l'habitude de traiter, ou en tout cas pas en quantité aussi conséquente. Donc là, on voit clairement que c'est une population qui a besoin d'aide. Donc, afin de pouvoir leur venir en aide, on a mis en place une cellule d'écoute psychologique que je pilote au sein de ce service et qui est composée d'un médecin du travail, d'un ergonome, d'une assistante médicale et d'une infirmière. Et donc, en fait, on a mis en place différents canaux par lesquels ils peuvent nous solliciter. Donc, à la fois des canaux externes et internes. Donc, externe, le dirigeant, il peut directement nous contacter, soit via téléphone en appelant nos différents centres, soit par un formulaire de contact, soit en envoyant un email ou en se déplaçant carrément physiquement au sein du service, soit via le dispositif OZ, dont on fait partie. Donc ça, c'est une initiative territoriale dont les partenaires consulaires font partie, ainsi qu'à Maroc, ainsi qu'à PESA, et puis d'autres partenaires. Donc il y a 60 000 rebonds que j'ai vu passer comme nom, qui est en lien avec la CPME, etc. Et donc du coup, on peut être amené à recevoir des fiches de signalement lorsque des cabinets d'expertise comptable ou des partenaires consulaires rencontrent des dirigeants. Ils peuvent identifier une fragilité psychologique, voire une détresse, qui peut ensuite être prise en charge par nos services et ensuite être orienté vers des partenaires spécialisés quand cela dépasse notre domaine de compétences. Et puis ensuite, on a aussi des relais internes, donc où le médecin du travail peut nous orienter via une fiche de signalement des dirigeants avec qui il aurait été amené à échanger et où il aurait identifié une fragilité psychologique, ainsi que tous les collaborateurs de notre service.
l'idée, c'était vraiment de mettre en place un maillage, un écosystème au sein de notre service, et puis aussi de participer à l'écosystème qui est mis en place. On voit qu'à la CPME, il y a aussi une cellule d'écoute, dans les CCI, les chambres consulaires. C'était aussi à notre niveau, nous, de vraiment prendre en considération cette souffrance-là, et puis par extension, plus on s'occupe de nos dirigeants, et mieux ils vont s'occuper de leurs salariés, et puis nous, on va pouvoir continuer à faire notre travail de prévention avec les salariés. Et puis aussi via l'enquête et un outil numérique avec Amarok, et qui nous permet, donc en envoyant des enquêtes et un outil numérique qui est envoyé chaque mois, de permettre aux dirigeants d'entreprise d'évaluer son niveau de santé, psychologique principalement, en répondant à un questionnaire à peu près de quelques questions. Et puis, en fonction de son niveau de détresse, il est encouragé à prendre contact avec nous. Sachant que par rapport au retour qu'on a eu, on pense bien qu'il y a plus de dirigeants qui sont en souffrance que ce qu'on a pu en recevoir à aujourd'hui. Donc, comme le disait Laure, s'il y a un message à faire passer, c'est vraiment de penser à vous et puis de ne pas avoir honte et de sortir de l'isolement, parce que la gouvernance est un exercice où vous êtes profondément seul, et parfois seul, on peut aller vite, et selon les situations, pas forcément, mais à plusieurs, on peut aller plus loin. Donc c'est important aussi de saisir les mains qu'on peut vous tendre et de ne pas hésiter à libérer la parole. Voilà, donc j'ai presque fini. Donc au niveau de quelques résultats au niveau de notre enquête, donc on a eu plus d'une vingtaine de dirigeants d'entreprise qui nous ont sollicités pour avoir justement des conseils et puis un premier niveau d'écoute. Dans un premier temps, ça passe par ça. C'est la verbalisation de son mal-être et de sa souffrance pour ensuite pouvoir identifier avec quelqu'un sur quel levier on peut agir, que ce soit au niveau de la sphère personnelle, professionnelle, qu'est-ce que je peux mettre à mon niveau, sur quoi je peux agir, et puis ensuite, nous, d'orienter vers des partenaires avec qui on travaille sur des questions économiques comme SOS Entrepreneur. APESA, ça m'est arrivé aussi de faire des signalements quand j'ai pu rencontrer des dirigeants qui présentaient un risque suicidaire. Donc APESA, madame pourra le présenter, mais ils peuvent bénéficier dans le cadre de la prise en charge OSE de 3 rendez-vous gratuits par un psychologue de ce réseau-là. Et puis donc on a pu prendre en charge tous les dirigeants qui ont souhaité du coup saisir la main qu'on leur a tendue. Et ce qui est vraiment ressorti de ces entretiens, c'est un grand besoin de verbaliser. Donc c'est de se dire enfin on s'intéresse à nous. Parce que c'est vrai qu'historiquement les services de santé s'occupent des salariés, mais les travailleurs non salariés, ceux qui, on va dire, mènent la barque, souvent ils s'occultent eux-mêmes, et dans nos missions, ce n'était pas forcément une population qu'on prenait en charge. Donc un grand besoin de verbaliser, d'être soutenu, et leur offrir un premier niveau d'écoute. Et puis ensuite les orienter vers nos partenaires, comme je vous le disais. Et puis après, il y a autant de conseils que de personnes et de personnalités. Il n'y a pas de recette magique, chaque situation est vraiment unique, chaque personne est unique. Et à travers les entretiens qu'on peut mener, l'idée, c'est vraiment d'arriver à saisir l'unique, enfin, comment dire, le caractère unique de chaque personne et de pouvoir l'aider au mieux. Et puis, pour finir, donc on a un magazine Culture Prévention dont on a dédié le numéro de mois de mars à la santé des dirigeants, que vous pouvez retrouver sur notre site de l'EPALS, sur Internet, donc epals.com, et qui, justement, permet de mettre en exergue certains témoignages qui ressortent des entretiens qu'on peut avoir avec certains de nos dirigeants. Et il y a une volonté qui ressort comme étant enfin on s'intéresse à nous. Nous, les grands oubliés du système médical français, enfin on s'attarde sur notre santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Cyril pour les PALS, pour cette présentation. On termine avec Catherine Frandin, donc, qui est une de nos juges au tribunal de commerce. Et donc, tu vas nous parler d'APESA qui a été lancé par la présidente Nadine Baptiste, qu'on a reçue donc en visio au mois de décembre récemment. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi, je suis rentrée dans le système APESA par le tribunal de commerce. Ah, plus près. Moi non plus, je n'ai pas l'habitude de parler au micro. Au tribunal, on n'a pas de micro. Le tribunal de commerce a mis en place une formation pour tous les juges volontaires, dont j'ai fait partie. À la base, on pensait beaucoup de mes collègues que c'était plus tourné vers la prévention et la procédure collective. Je suis en contentieux. Personnellement, nous ne voyons pratiquement que des avocats. Je n'avais pas
théoriquement de rapport avec les chefs d'entreprise. Et il s'est avéré, je ne sais pas par quel chemin, plusieurs chefs d'entreprise m'ont contacté directement en dehors du tribunal. Et le dispositif APESA a été très intéressant pour la mise en place de l'aide de ces personnes. Entre autres, je pense à un chef d'entreprise qui, si il ne m'avait pas contacté, à ce jour serait plus vivant. J'ai été obligée de faire une alerte. On est devenus des sentinelles, nous on n'est pas du tout formés ni pour le médical ni pour le social. Moi, c'est pas du tout, je suis dans le bâtiment, hein, donc pour vous dire, ce n'est pas ma formation. La formation APESA m'a permis de pouvoir répondre à leurs attentes. Et elles étaient beaucoup sur de l'écoute et de se rendre compte qu'ils n'étaient pas abandonnés, qu'il y avait des dispositifs pour les chefs d'entreprise. Ça a soulevé beaucoup d'intérêt parce qu'ils se sentent effectivement abandonnés, mis à l'écart et bloqués dans un carcan. Et la personne dont j'ai été obligée de faire l'alerte, elle avait dépassé le burn-out. Elle était au suicide. Tout lui est tombé dessus, perte de son entreprise, perte de son mariage, perte de tout. J'ai été très, très touchée et ça m'a beaucoup marquée parce que j'aurais jamais pensé que les gens en étaient à ce niveau-là. Les chefs d'entreprise, j'en fais partie depuis 20 ans, on est relativement costaud, on a beaucoup de résilience. Une grosse partie de la population a perdu cette résilience. Et on doit absolument faire de la prévention et expliquer autour de nous qu'il y a des dispositifs. Les gens pensent qu'ils sont au fond du trou, qu'ils n'ont plus d'argent, donc ils n'ont plus accès aux soins, en se disant que les psychologues, c'est très cher, et que Ametra, c'est pour les salariés. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Donc, on combat ça, mais c'est difficile. La mentalité des gens est quand même très, très forte. Et je pense qu'il est important qu'autour de nous, on parle de ça. Voilà ma petite expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Je pense que le message effectivement qu'on veut absolument faire passer ce soir, c'est qu'il y a énormément de dispositifs qui existent, il y a beaucoup d'acteurs qui existent et le tout, c'est vraiment de sortir de l'isolement. Il ne faut pas avoir de honte, on a le droit de ne pas aller bien en tant que chef d'entreprise quand on voit tout ce qui nous tombe sur la tête. Et donc, c'est vraiment le message à faire passer. Quel que soit, vous avez les syndicats qui sont à votre écoute, vous avez les chambres consulaires, vous avez les médecines du travail, le tribunal de commerce, on espère pour la majorité que vous n'irez pas jusque-là. Mais en tout cas, vous avez énormément d'acteurs qui sont là. Ne restez pas isolés, c'est important. N'attendez pas le dernier moment, que ce soit dans vos difficultés financières, dans vos difficultés avec les organismes de l'État et oui, ça aide, c'est peut-être pas, Sam, comme tu l'as dit, c'est peut-être pas normal, mais oui, ça aide de passer par un syndicat pour s'adresser à l'URSSAF ou à la DGFiP. Donc on est là pour ça, on arrive à débloquer des situations, on arrive à négocier des échéanciers peut-être plus facilement que vous tout seul à travers les services. Donc n'hésitez pas à nous solliciter ou à solliciter tous les acteurs. C'est vraiment le message qu'il faut retenir, je pense, de ces témoignages. Merci beaucoup à tous les quatre. On vous libère. Je vous demande de partir avec vos micros. Vous allez les déposer là-bas parce qu'on respecte tous les protocoles de l'événementiel et on va les nettoyer. Et les 3 personnes qui vont nous rejoindre vont récupérer des micros désinfectés. Et donc, pour terminer sur une note un peu positive, cet AG quand même et cette soirée, on va écouter quelques témoignages de chefs d'entreprise qui, eux, se sont transformés, ont créé des nouveaux projets, ont créé des nouvelles collaborations et on peut sortir aussi grandi de cette crise et on fait preuve souvent de capacité d'innovation. Alors, on va démarrer la première avec Sophie Luzetto, assistante administrative externalisée, qui va nous parler de ce qu'elle a mis en place et d'un réseau qu'elle a mis en place pendant ce Covid. Jean-Marc Simon, donc notre juge aussi au tribunal de commerce, notre nouveau juge qui lui est venu à pied, j'espère, Jean-Marc, en tant que paysagiste et amoureux de la nature, puisqu'il est à Morin et qui s'est transformé, puisqu'il travaillait qu'avec le B2B et maintenant il a une belle pépinière accessible au grand public avec des nouveaux services. Et Laurent Pascal également, vient nous rejoindre Laurent, qui lui aussi s'est mis à faire des choses qu'il ne faisait pas avant, mais c'est vrai qu'avant on ne pensait pas à fabriquer des plexis pour mettre entre nous sur les tables de restaurant voilà, donc il va nous expliquer aussi comment il s'est transformé. Honneur aux femmes, Sophie.
petit témoignage sur toi, comment tu as traversé cette période et qu'est-ce que tu as mis en place. Vous avez le droit d'enlever les masques quand vous parlez, vous les remettez. Voilà. Merci. Oui, alors je vais partir de ce qui s'est passé d'abord pendant le premier confinement. Donc moi, en tant qu'assistante administrative externalisée, j'interviens chez mes clients. Je me déplace, 80% de mon chiffre d'affaires se fait physiquement chez mes clients. Donc à partir du moment où on ne peut plus se déplacer, j'ai une perte de chiffre d'affaires qui est énorme et j'ai un arrêt complet de mon activité. Enfin, pas complet, mais presque. Et puis, on sort du confinement et au mois de juin, ça redémarre. Et tout ce qui ne s'est pas passé sur mars, avril, mai a dû être fait. Donc, je me suis retrouvée au mois de juin à devoir faire le boulot du mois de juin plus le boulot de mars, avril, mai. Et là, je me suis dit comment je vais faire face. Parce que j'ai beau savoir jouer à Tetris, mon agenda, il offre quand même un certain nombre de limites. Donc, j'ai commencé à me tourner vers mes consoeurs, parce que les autres assistantes indépendantes, je ne les ai jamais considérées comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires. Et j'en ai appelé quelques-unes et je leur dis, voilà, j'ai du surcroît d'activité, est-ce que ça t'intéresse? Je te confie une mission ou deux. Et donc, j'ai commencé à sous-traiter certaines missions. Et de là est née une idée en me disant, tiens, et si on créait une espèce de groupement d'assistantes qui nous permettrait de mutualiser les ressources matérielles et humaines. Donc au départ, c'était une idée 2, 3, 4 assistantes, quelque chose de pas trop, voilà. Puis j'en parle autour de moi, à mes amis, à Muriel Fournier, qui ont voulu lui donner une pomme, elle en fait un arbre. L'arbre est en train de devenir une forêt. Qui me dit, c'est super ton idée, mais en fait, tu vois pas assez grand. Tu pourrais proposer un réseau d'assistantes qui s'ouvrirait à toutes les assistantes, qui permettrait de faire de l'échange, de la collaboration, tu pourrais faire des ateliers, tu pourrais faire... Voilà, elle m'en a fait un truc énorme. Et donc, avec une autre assistante indépendante, on est en train de s'associer pour créer ce fameux réseau. Il va sortir avant la fin de l'année. Donc, je reviendrai vous en parler. L'idée, c'est effectivement de permettre aux assistantes de se rencontrer entre elles sur un secteur donné pour pouvoir faire de l'échange de prestations comme moi, j'ai eu besoin, entre celles qui ont une baisse d'activité et celles qui ont du surcroît, de pouvoir faire de l'échange. De pouvoir faire de l'échange aussi autour des compétences, parce qu'on a chacune nos spécificités. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai eu un client qui m'a fait part d'un problème juridique. J'ai aucune compétence dans ce domaine, mais il se trouve que dans mon réseau d'assistantes indépendantes, je connais une assistante qui est spécialisée dans le juridique, donc je lui ai confié la mission, ça s'est super bien passé, le client est ravi. Voilà, donc de pouvoir faire ça, de pouvoir proposer des ateliers sur des thématiques données qui peuvent être utiles à nos clients, mais aussi à nos entreprises. Par exemple, pendant le premier confinement, ça aurait pu être comment est-ce que je fais pour mettre en place le chômage partiel chez mes clients. Parce qu'on en a certaines d'entre nous où nos clients nous ont demandé de faire ces démarches-là, sauf que quand on ne sait pas par quel bout prendre le dossier, on est un petit peu embêté. Donc faire intervenir des spécialistes là-dessus, c'est super intéressant. Et puis de créer une espèce de banque de données de l'assistante administrative avec des outils, de la collaboration, de l'échange, de la coopération. Voilà, c'est ce qu'on veut mettre en place dans les mois à venir. Merci Sophie, bel exemple justement de transformation, de collaboration et d'intelligence collective comme on aime à le prôner. Monsieur Simon. Allez, tu peux enlever ton masque si tu veux. Explique-nous comment tu t'es transformé, toi aussi, qui as perdu une grosse part de ton chiffre d'affaires que tu réalisais en événementiel. Oui, je suis d'abord Flora Borin. On est une petite entreprise spécialisée dans la décoration végétale des grandes entreprises, principalement. Et on a une activité, effectivement, qu'on a perdue à partir du premier confinement, qui est la location de plantes pour toutes sortes d'événements professionnels, qui représentait à peu près chez nous 25-30% de notre chiffre d'affaires. On est passé tranquillement, grâce à certains chantiers qu'on avait en portefeuille sur le premier confinement. On a réagi un peu en se concentrant davantage sur une activité qu'on avait peu développée, qui représentait à peu près 5% de notre activité, qui était la vente aux particuliers, qu'on a continué après tout au long de ces mois-ci. En novembre, effectivement, qui représentait aussi, ou en tout cas le quatrième trimestre, une grosse partie du secteur de la location de plantes, on a eu un deuxième coup d'arrêt, et donc ça faisait longtemps que je réfléchissais.
à cette opportunité effectivement de digitaliser l'entreprise et de proposer par le biais d'un site marchand la décoration végétale. En fait, on vend des produits, on vend des plantes, mais on ne vend pas forcément de la décoration végétale, qui est notre savoir-faire et que l'on propose naturellement aux entreprises. Pardon. Donc on s'est lancé dans cette aventure et j'ai créé un véritable département dans l'entreprise parce que je pense qu'on ne peut pas effectivement faire les choses à moitié dans ce secteur. Et donc, malgré qu'on soit une petite entreprise, j'ai créé un véritable département dans l'entreprise, aussi bien physique qu'avec des moyens humains, pour travailler et lancer notre nouvelle marque qui va s'appeler Flora Bora Home. Voilà, principalement. Après, j'ai fait d'autres activités, effectivement, comme juge, c'est plus personnel. Et ensuite, m'orienter aussi vers une politique ou faire une démarche RSE. Et j'ai eu l'opportunité de bénéficier de l'accompagnement qui va être bientôt effectif. Voilà, principalement. Merci. Merci Jean-Marc. Tu as lancé ta start-up, ça y est, toi aussi, tu es un start-upper maintenant. Voilà. Merci. Laurent, toi aussi, toi dans l'industrie, et tu t'es transformé aussi au fur et à mesure de ce confinement et de ce Covid. C'est ça, donc à nouveau. Donc moi j'ai une usine de fabrication de menuiserie pour le professionnel. En fait, on fabrique des menuiseries PVC alu pour les poseurs, les installateurs, tout ça. Pendant la première vague du Covid, donc le final de ma clientèle, c'est l'utilisateur, mais moi j'ai pas accès au particulier final en fait. Donc les chantiers étant arrêtés, ne pouvant plus aller chez les particuliers, les professionnels ne venaient plus chercher les menuiseries que nous avions fabriquées. De là, un ami m'appelle et me dit « Tiens, toi qui es dans la miroiterie, qui fait des fenêtres, est-ce que tu pourrais pas me faire un truc en verre pour fermer, faire une protection contre ce virus qui nous arrive ?» Donc je réfléchis, non, en verre c'est trop compliqué. J'ai dit écoute, je vais me renseigner avec les fournisseurs, je vais voir avec du plexi, qu'est-ce qu'on peut faire. C'était avant qu'il y ait cette pénurie de plexiglas. Là, je rejoins Samuel 7 sur la TPE, où on est vraiment... la souplesse de la TPE peut dire que le matin, on me pose la question, l'après-midi, j'avais mon fournisseur au téléphone. J'ai dit, bon, envoie-moi une plaque de plexi, je vais voir ce que ça donne. Et voilà, le lendemain matin, j'appelle le fournisseur, on me dit, attention, pénurie mondiale de plexiglas. Il me reste une quarantaine de plaques. Il y avait 200 mètres carrés de plexi dans tout le sud de la France. Qu'est-ce que tu fais? J'achète tout. Donc j'achète tout ce truc de plexi en me disant, bon, mais j'espère que je vais le passer, ce machin, parce que je n'en avais jamais fait jusqu'à présent. Et c'était le tout début du confinement. Donc me voilà avec des centaines de mètres carrés de plexiglas et on a développé pendant les 2 mois du premier confinement. Donc j'ai eu la chance aussi d'être accompagné par mes salariés parce qu'ils ont voulu continuer à travailler. Et ça c'est aussi quelque chose de très important et ça a été souligné par Amarok, APESA, la METRA et les médecins du travail, c'est que l'entreprise, c'est pas que le chef d'entreprise, c'est aussi les salariés qui accompagnent ça. Et dans la TPE, la réactivité est quelque chose de très important. Ce qui fait aussi la différence peut-être de la CPME avec d'autres syndicats patronaux, c'est que voilà, cette lourdeur des grands groupes du CAC 40, peut-être nous, on peut s'adapter beaucoup mieux et développer en l'espace de quelques heures un nouveau marché. Et ça m'a permis de faire au niveau de l'Hérault, la préfecture, la sous-préfecture, des lycées, des collèges, des professionnels, tous les huissiers de l'Hérault, tous les avocats de l'Hérault. Enfin, on a fait du plexi, en veux-tu, en voilà. Parce qu'on avait la ressource que j'avais entièrement achetée. Donc on parlait de stress positif et de stress subi et pas subi. Donc c'est quand même aussi dans ces périodes-là où on se dit mais qu'est-ce qui va nous arriver là? On est fermé pendant 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? Et de poser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la table pour dire bon, on se lance, on fait quelque chose. C'est ça aussi qui amène du stress positif des fois dans le chef d'entreprise. Alors est-ce que c'est de l'innovation, de l'inconscience, on ne sait pas, mais il y a une part aussi dans l'entrepreneuriat on y va, on se lance, on fonce et bon, on verra ce qui se passe. Alors quand c'est une réussite, c'est super, tout le monde applaudit. Et quand forcément ça ne va pas trop mal, il faut s'appuyer sur les témoignages qu'on a vus juste avant, où il faut aussi prendre en considération les chefs d'entreprise qui ne vont pas bien. Deuxième chose, parce que moi je ne m'arrête pas souvent au premier coup, je me dis tiens voilà,
dans la menuiserie, je peux faire de la fermeture parce que les open space qui étaient la mode sur les 15 dernières années, c'est super, on est tous dans le même bureau, on s'éclate et tout, le virus il circule et tout le monde respire le même air. On peut faire de la fermeture de cloisons, de l'aménagement de cloisons, de l'aménagement de bureaux. Et aujourd'hui, c'est une activité qu'on a énormément développée aussi et qui représente. Alors, je n'ai pas les chiffres parce que je ne suis pas du style à faire des tableaux de bord. Mais on fait au quotidien des aménagements de bureaux. On ferme des bureaux, on ferme des open space, on fait des cloisons vitrées avec de la menuiserie pour des fenêtres, des portes-fenêtres, des portes. Et on a réussi à mettre en place justement un nouveau business, un nouveau marché. Et voilà. Et aujourd'hui, que le marché a repris classique, on travaille, les chantiers sont ouverts et tout ça, on continue à faire du plexi. Et d'ailleurs, il y en a qui attendent que j'intervienne et je vais venir. et on continue à faire de l'aménagement intérieur de tout ça. Donc on a développé... Moi qui ai une TPE, donc à la base de 4 personnes avant la première vague de Covid, on est 6 personnes maintenant et je suis à la recherche encore d'un apprenti pour former au niveau productif parce que avec ces nouveaux marchés ouverts, j'espère et je mise sur le fait qu'on va développer et faire une petite croissance sur des marchés qu'on n'avait pas jusqu'à présent et on est très optimiste sur les marchés existants aussi, que ça reparte et l'artisanat sur la TPE se porte, à mon avis, selon voilà, on n'a pas les mêmes problèmes que les gros groupes où on est plus malléable et on arrive à mieux s'adapter. Et je pense qu'il y a de quoi faire pour ceux qui veulent se lever le matin. Il y a des solutions et quand on veut travailler, je pense quand on veut taper dedans, je pense qu'il faut y aller et pas hésiter. Et la TPE nous le permet, c'est quelque chose que moi je défends vraiment sur le territoire biterrois et avec les CPME aussi. Voilà. Merci Laurent. Bon, si j'arrête l'événementiel, je viens te voir alors pour ça. En parlant des apprentis, j'en profite si vous n'avez pas vu passer l'information que toutes les mesures d'aide à l'embauche des apprentis et des alternants ont été prolongées jusqu'à la fin de l'année 2021. C'est à la fois une très bonne nouvelle pour les entreprises, mais aussi pour tous les apprentis qui recherchent des entreprises. Donc, n'hésitez pas à solliciter si vous avez besoin d'informations là-dessus. Ça a été prolongé jusqu'à la fin de l'année 2021. Voilà, merci beaucoup à tous les trois des entreprises qui innovent, qui s'adaptent, qui sont agiles. Ah, tu m'as coupé ? Vous voulez plus que je parle ? Vous en avez marre ? Il ne reste plus que 2 témoignages pour terminer, et pas des moindres également. On accueille Caroline Bouvier. Alors, on va changer de micro à nouveau aussi. On respecte le protocole. Caroline, viens nous rejoindre. Couturière, et tiens, passe par la case micro safe. Voilà. Et Jean-Pierre Guillermotte, là aussi, qui représente l'association Repère Méditerranée, l'association de l'événementiel, des professionnels de l'événementiel responsable, et qui va nous expliquer ce qui s'est monté pendant le Covid, là aussi projet collaboratif et d'intelligence collective. Et Caroline aussi, très beau projet qui est parti juste de la fabrication de masques et qui est en train de devenir une multinationale. Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, de mon côté, l'histoire, je rejoins un peu Laurent de ce qu'il vient de dire. Je me retrouve un petit peu dans son aventure. Donc dans la couture, au même moment, le 17 mars, pour nous, c'est fermeture administrative, donc pour la boutique, pas pour l'atelier. Mais donc on imagine à ce moment-là, avec ma salariée, s'éclater, entre guillemets, se retrouver en atelier, créer, avancer sur le travail, puisqu'on est en pleine période de pré-mariage. Donc c'est un moment où nous, au début, on l'a pris un peu à la rigolade. Et puis, quelques jours après, comme Laurent, le téléphone sonne. Et à ce moment-là, on entend la détresse de mes collègues, des femmes chefs d'entreprise, puisque je fais partie de ce réseau, et puis de bon nombre de personnes que je connais, aidants, soignants. Et là, on me dit, mais c'est pas possible, tu peux pas rester à rien faire, toi qui as les machines, toi qui as le savoir-faire, il faut que tu bouges. Et moi, je ne voulais pas bouger parce que je ne connaissais pas du tout ce Covid, comme quelqu'un a dit, cette grippe chinoise ou je ne sais quoi. On ne voulait pas s'y coller parce qu'on entendait tout et n'importe quoi. Et donc, il a fallu vraiment un moment de
réflexion avant de me lancer à tout va. Et donc, une semaine après, grâce à mon réseau local, et là, même constat, les TPE sont d'une agilité incroyable, puisqu'on n'attend pas de mettre des valeurs RSE pour mettre ça en place, puisque nous, on travaille sur le territoire, on connaît beaucoup d'acteurs, on a des fournisseurs, s'ils ne sont pas sur le local, ils ne sont pas loin. Et donc, très vite, je peux, moi, m'appuyer sur le bouton et puis en quelques jours, recevoir du matériel. Je vais avec ma petite voiture, avec ma grosse voiture. Je fais venir des tas de métrages, etc. Et on se met à faire des masques, donc pour répondre à la demande. Alors, c'est compliqué au départ. C'est une période qui est très compliquée parce qu'on a la tête dans le guidon. Ma salariée et moi, on ne peut pas répondre à la demande. Il y en a tellement qu'on ne sait plus comment faire. Donc, j'invente sur les réseaux sociaux un groupe qui s'appelle SOS Masque. Et donc, très vite, j'ai des collègues professionnels qui sont aussi à l'arrêt et qui font appel pour que je leur donne du tissu, qui me demandent de leur fournir aussi et pour qu'elles puissent aider. Et donc, très vite, un collectif se met en place. Mais pendant 2 mois, donc c'est 2 mois de fermeture, on a fait des masques. Mais peut-être au contraire de certaines entreprises, je l'ai fait bénévolement parce qu'il était hors de question de vendre ces produits de secours. Pour moi, c'était de l'entraide plus qu'autre chose. Mais c'était donc compliqué pour ma structure. Et puis ceux qui m'aidaient, puisqu'on était arrivé à plus de 60 personnes qui œuvraient à mes côtés, donc sur tous les rôles. Des couturières, des livreuses, des coupeuses, enfin voilà, il y avait tout secteur confondu pour faire vraiment une petite entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai imaginé peut-être créer quelque chose de collaboratif, une autre façon d'entrevoir l'entrepreneuriat. Dans notre secteur de la couture, c'est toujours très compliqué. On a des périodes très saisonnières. On a la période avant les fêtes, évidemment, pour les cadeaux de Noël. Et puis, on a la période d'été, comme les traiteurs, comme l'événementiel, pour les mariages, etc. Et là, cette période-là, pour nous, c'est point mort. Et on sait que tout va être remis à l'année prochaine. Aujourd'hui, on apprend que c'est pour l'année d'après, voire dans 2 ans. Donc, toujours très compliqué. Mais on sait rebondir. On est optimiste. Je suis une éternelle optimiste. Donc, voilà, j'avance. Et puis, je me fais accompagner par des entrepreneurs géniaux qui ont envie de suivre avec moi l'aventure. Et puis, avec Muriel Fournier ici, voilà, on y réfléchit. Et puis, on a créé les Nouvelles Grisettes, qui est un nouveau modèle d'entrepreneuriat, donc dans le monde du textile. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est que moi-même, au niveau de l'entreprise, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est déjà cette période très noire, puisqu'on ne savait pas où on allait. Pour moi, elle était évidente d'être active, être actrice pour aider les autres. Et donc, cette période qui est devenue vraiment un moment solidaire, je pense que ça a vraiment aidé tout le monde à revoir son modèle de travailler plus en collaboration. Alors moi, je milite pour ça, même à travers les femmes chefs d'entreprise. J'aime partager nos savoirs, nos valeurs à travers même d'autres réseaux. Et je pense que cette période, pour moi, elle est encourageante parce qu'il y a eu une réelle remise en question. Alors, je ne dirais pas qu'on changera le monde parce que malheureusement, tout le monde ne bougera pas dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a une réelle remise en question. Quand on a eu la fin du premier confinement, j'ai des personnes qui n'étaient jamais rentrées dans mon atelier, jamais rentrées dans ma boutique, même des gens du quartier, par solidarité, comme ils avaient vu ce que j'avais fait pendant ces 2 mois, en toute évidence, ils étaient rentrés dans la boutique, ils avaient envie de m'acheter un produit, ils avaient envie de se faire une création, et ça a vraiment changé. Et je suis persuadée que ça a changé les choses. Donc pour moi, voilà, malgré que c'est une période qui a été très compliquée, je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme dans l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. On entendra parler des Nouvelles Grisettes et je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de communication. Et c'est vrai qu'on en entendra parler, le refabriquer
local et français et made in Montpellier. Voilà. Jean-Pierre, autre initiative qui est née de ce Covid pour regrouper des professionnels qui à la base ne s'entendent pas forcément, sont concurrents souvent, et voilà. Alors j'ai beaucoup de pression parce que je vais parler devant le président de Repère, donc c'est toujours difficile pour un vice-président d'être devant son président et devant une future multinationale, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Repère Méditerranée, Grégory l'a dit tout à l'heure, c'est le réseau des professionnels de l'événementiel responsable, et c'est né en fait de la crise du Covid, puisque, vous le savez, le contexte est dramatique pour les entreprises d'événementiel, puisque nous avons été les premiers à être fermés, et nous serons certainement malheureusement les derniers à reprendre. Et donc l'idée d'un groupe de bénévoles autour de Grégory ont été de permettre à ces entreprises de traverser cette crise et surtout de préparer la reprise. Et ça a été dit dans les discours de Grégory Banvillain et du président d'Occitanie. Le plus important, c'est aussi, d'une part, c'est d'aider les entreprises à résister, mais surtout à se préparer au rebond et à se préparer à la reprise. Et souvent, quand on n'a pas de travail depuis un an ou très peu, bien, il est très important d'avoir une équipe, des gens pour s'entraider et pouvoir préparer ce rebond. On s'est donné trois rôles, en fait, trois objectifs. D'abord, c'est de défendre et fédérer et valoriser l'ensemble des métiers de l'événementiel. C'était un manque très important chez nous. D'autres régions étaient organisées, c'était un manque concret, il manquait de synergie, il manquait d'entraide, il manquait de partage. Et donc l'idée, c'est donc de faire ceci en fédérant, en défendant et en valorisant. C'est de promouvoir l'activité de notre territoire, parce qu'on a un territoire formidable. On a un enjeu en Occitanie avec des diversités de territoires, des traditions, une authenticité particulière. Et on sait que les donneurs d'ordre, s'ils viennent sur notre territoire, il faut aussi savoir démontrer que notre territoire, l'arc méditerranéen, est un enjeu qui a tous les outils pour recevoir les plus grands événements, et il y a toutes les expertises, les savoir-faire et les savoir-être sur le territoire. Ensuite, c'est de développer l'engagement sociétal, environnemental et social, parce que c'est un enjeu, vous le savez, de l'événementiel. C'est un enjeu de société, bien entendu, mais particulièrement de l'événementiel. Et donc, c'était donc le troisième objectif qu'on s'est fixé. On a 3 collèges, le collège des lieux, donc les acteurs d'événementiel des lieux, le collège des prestataires de services, ils sont nombreux, et producteurs et organisateurs. Et donc ça, c'est donc l'intention, c'est donc notre volonté de répondre à ces enjeux. Et on a mis des actions concrètes, donc en créant plusieurs associations, une association d'intérêt de la filière, d'ailleurs, qui est pilotée par M. Cabiron et qui est là pour peser, pour avoir toutes les informations nécessaires pour les acteurs de l'événementiel, pour avoir toutes les aides nécessaires, mais aussi peser sur les décisions de l'État et d'être notre porte-parole. On a créé un lab Med Event, c'est même Event Med Lab, pardon, j'ai dit à l'envers. Et donc là, il y a 3 commissions qui travaillent. Il y en aura d'autres qui seront créées, mais elles nous paraissent essentielles. C'est l'observatoire et la veille, parce qu'il est important aujourd'hui qu'on arrive à savoir, parce qu'on ne le connaît pas dans notre territoire, combien on représente d'emplois, combien on représente de chiffre d'affaires pour pouvoir peser donc sur les décisions. Des études prospectives, donc on travaille entre nous et on s'entraide beaucoup là-dessus. Ensuite, les réseaux, la RSE, bien entendu, je l'ai dit, je ne vais pas y revenir, qui est un enjeu important. Et la troisième commission de ce lab, c'est la synergie et la coépétition. Et donc là, c'est de se donner tous les outils nécessaires pour répondre à des appels d'offres, pour travailler l'ensemble des dossiers qui nous permettront d'être plus performants tous ensemble. Et donc c'est l'idée de que chacun s'aide les uns les autres, même si à un moment donné nous serons concurrents sur un dossier, on a cette intelligence de comprendre qu'il est important donc de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir monter en expertise. Et en fait, la dernière organisation qu'on a mis en place, c'est les cafés repères. Tous les mois, c'est l'idée que chaque acteur de l'événementiel, chaque entreprise qui est adhérente, peut venir dans ces cafés, partager. C'est l'idée de faire remonter les informations aux commissions pour qu'elles travaillent, qu'on donne tous les retours de ces commissions.
Et franchement, ce que j'ai entendu dans la table ronde précédente me montre, Grégory, qu'on a vraiment raison, parce qu'on l'entend dans tous nos échanges. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de difficultés. Et donc, c'est important qu'on soit tous ensemble, en s'entraider. Et donc, on essaie de le faire au mieux. Et je crois que c'était une belle aventure qu'on a montée pendant la Covid. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ce témoignage. Et on t'a pas présenté, on t'a présenté que comme vice-président, mais Jean-Pierre est directeur de la branche événementielle du groupe Nicolin, Monsieur Louis Événements. Voilà. Merci à tous les deux pour ces témoignages. On arrive au terme, on a été un peu long, mais je pense que c'était passionnant. Mais entre l'AG, on avait beaucoup de choses à dire, et ces témoignages qui redonnent un peu aussi d'optimisme sur ces entreprises qui innovent, qui investissent, qui y croient, qui continuent d'avancer. Et peut-être pour conclure, je voudrais inviter le président régional, Samuel Sett, à une petite réaction sur ce qu'on vient d'entendre. On va continuer à avancer. Je vais pas revenir sur les enjeux, on en a parlé tout à l'heure. Il y aura quand même un gros enjeu qu'on aura sur l'emploi, notamment pour ces secteurs, et on l'a évoqué, de l'événementiel, de la restauration, un certain nombre de secteurs qui sont arrêtés depuis 1 an et qui ne voient toujours pas le bout du tunnel. Et on a une grosse pensée pour tous ces secteurs. Il y aura un gros enjeu d'emploi parce qu'on peut comprendre qu'un serveur, qu'un maître d'hôtel, qu'un technicien qui n'a pas de travail depuis 1 an commence à penser à partir dans d'autres domaines d'activité, alors qu'on sait que ces domaines repartiront un moment et on ne sait pas dans quel état on retrouvera les personnes dans ce côté-là. Il y a un gros sujet qu'on va aussi aborder sur la psychologie de nos salariés, parce que même si certaines activités ont continué à travailler un petit peu, voire pas beaucoup du tout, comment on va remettre au travail nos salariés, dans quel état de motivation on va les retrouver. C'est un vrai enjeu qu'on a aujourd'hui, et ça sera très compliqué sans doute de retrouver la motivation d'un certain nombre de nos collaborateurs. Il y aura beaucoup de sujets là-dessus. Voilà, Merci Greg. Il y a un point qui vous a probablement marqué, moi qui m'a bouleversé, c'est qu'en réalité, les deux présentations sont parfaitement corrélées. C'est bien parce qu'on fait preuve d'une résilience sans faille, qu'on avance sans regarder justement jusqu'où l'on va. Et en fait, il y a une explication à cela. C'est ce qu'on appelle pudiquement la solitude chez l'entreprise, mais en réalité, c'est ce que tout nous traîne au mensonge et au support. Quand vous allez voir votre banquier, vous lui présentez un business plan à 3 ans, vous savez même pas ce que vous allez faire dans 1 mois. Vous savez que vous mentez. Vous êtes un menteur. Quand votre salarié vous dit « c'est bon patron pour le salaire ce mois-ci » et vous êtes à moins 15 à la banque, vous avez déjà dépassé l'autorisation et que votre client ne vous a pas encore payé et que vous lui dites « ouais, c'est bon le salaire, il n'y a pas de problème » et que vous savez que ce n'est pas vrai, c'est un tiraillement de plus. Quand on subit ce que l'on subit en termes de règles les plus iniques les unes que les autres, parce que de nos jours, il ne suffit plus d'être honnête pour ne rien risquer, on prend une pression qu'on accepte de prendre et qu'en réalité on devrait rejeter. Le syndicalisme, pardon de le placer, nous permettrait justement d'extérioriser qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, des choses qu'on doit rejeter, que l'on subit. Nous sommes légalistes, nous respectons la loi, mais il y a des choses qui ne sont pas décemment acceptables. Et finalement, dans quel pays autre que la France, avec le plus fort taux de prélèvement obligatoire des pays de l'OCDE, avec le plus fort taux de redistribution après impôt, pourrions-nous trouver les chefs d'entreprise les plus résilients? Nulle part. Tout le monde s'arrache, les entrepreneurs français. Ils sont pluridisciplinaires. Ils s'adaptent à toutes les situations. Vous allez dans des pays anglo-saxons, vous serez reçus comme des dieux. Dans le pays où vous avez, dans les restaurants, quelqu'un qui est en charge d'amener le pain, quelqu'un qui est en charge d'amener l'eau, qui sont très compartimentés. Donc en réalité, il faut sortir de ce mensonge-là. Ce mensonge-là, c'est la discussion, c'est l'échange, c'est s'apercevoir qu'on fera face, et ça a été tellement dit de manière remarquable, on s'adapte beaucoup plus vite, certes avec les plus petits moyens, donc de manière plus ingénieuse, forcément. Il faut simplement qu'on sorte de cette rupture, une sorte de solitude qu'on s'impose, alors qu'en réalité, on n'est pas tenu de s'appliquer. Voilà ce que je voulais dire. Moi, j'ai été bouleversé par ces témoignages et je ne regrette pas mes 250 km aller, mes 250 km retour. La région est grande. Merci Samuel pour ta présence et ton discours. Voilà, on va s'arrêter là. Il va vraiment nous manquer. On va être autant frustrés que vous. Normalement, on devrait vous inviter à un cocktail et échanger, poursuivre la soirée. Et voilà, malheureusement, mais dès qu'on va pouvoir le faire, on vous promet qu'on va organiser une très belle fête tous ensemble. Et merci à vous tous.